Dès le début des hostilités, tous les régimes occidentaux ont fait des déclarations pour déplorer la violation du droit international et de l'ordre international. Mais ça se limite à ça. Et pour atténuer et justifier, d'ailleurs, se justifier auprès de leur patron, il faut qu'ils ajoutent néanmoins qu'ils se réjouissent que le guide Khamenei ait été exécuté, puisque c'est un dangereux terroriste qui brime son peuple, qu'ils se réjouissent que Nicolás Maduro ait été exfiltré, parce que c'était un dictateur, jouant à un équilibrisme que rien ne justifie. Ce n'est pas à eux d'estimer et de décider pour les autres peuples. Qu'il leur suffise de le faire pour eux-mêmes, ce qui semble être de plus en plus complexe. Déplorer la violation du droit international, mais de l'autre côté mettre à disposition ces bases militaires ne relève pas d'une cohérence politique. Alors, quels enseignements devrons-nous tirer de tout ça? Les répercussions de cette crise, nous devons encore attendre. Elles sont déjà extrêmement impactantes dans le mauvais sens. Peut-être au-delà des questions liées aux hydrocarbures, aux énergies, devrons-nous attendre, surtout pour les pays les moins impactés que le nôtre, à des répercussions sur les produits alimentaires et sur beaucoup d'autres aspects. Mais tout ceci découle de ce qu'il est convenu d'appeler le piège de Thucydide, que certainement le professeur Boniface connaît mieux que nous. Make America Great Again signifie simplement la prise d'une conscience que la seule superpuissance qu'on était en train de perdre du terrain, pour ne pas dire sa première place face à la montée en puissance d'autres blocs, et particulièrement la Chine. La solution n'est pas celle qui est hésitée aujourd'hui par l'Amérique et par le président Trump. Essayer de réaffirmer sa toute-puissance sur sa zone de rayonnement, notamment l'Europe occidentale, une partie de l'Amérique du Sud et le Golfe, essayer de couper les pistes d'approvisionnement pour asphyxier un concurrent au risque de déstabiliser le monde entier n'est pas la solution. Et les États-Unis eux-mêmes n'échapperont pas aux conséquences extrêmement négatives. Quelles sont ces conséquences? Va-t-on assister à un réarmement de beaucoup de pays asiatiques qui, avec ce qui s'est passé, prennent conscience des limites de la protection américaine? Le Japon, qui abrite la plus grande base militaire américaine dans le monde, la Corée du Sud, puisque les pays du Golfe n'ont pas été suffisamment protégés par les États-Unis, en tout cas, qui n'a pas pu faire face aux frappes iraniennes. Est-ce que des pays qui ont les capacités de se réarmer, y compris sur le plan nucléaire, vont continuer à confier leur sécurité, ou une partie de leur sécurité, aux États-Unis d'Amérique, face à la montée en puissance de la Chine? C'est une question auxquelles peut-être les chercheurs répondront, ou l'histoire à venir. Va-t-on assister à la fin du pétrodollar, qui est le système qui a été assis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, sur la base d'exploitation des énormes ressources pétrogazières des monarchies du Golfe, mais avec des investissements extrêmement importants et une solidification du dollar comme monnaie d'échange internationale? L'histoire nous l'apprendra très bientôt. Ce que je veux dire par là, c'est que M. Trump a exactement le contraire de ce qu'il cherchait en déclenchant cette guerre. Quelles conséquences ou quels enseignements pour nous, Africains? L'Iran vient de nous démontrer. Je ne suis pas là pour juger en bien ou en mal le régime iranien. Mais l'Iran nous a démontré que lorsqu'un peuple croit en lui-même, croit à ses capacités, lorsqu'il est convaincu d'être une civilisation forte, ancrée sur des valeurs endogènes, eh bien, ce peuple peut résister à tout. Et l'Iran vient de nous le démontrer. Quel enseignement également pour l'Afrique? J'y reviendrai.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Culture, certainement il est pressenti pour être le prochain Premier ministre. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le maire de Dakar, Messieurs les membres du comité scientifique, Monsieur le conférencier Pascal Boniface et vos équipes, Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant toute chose d'adresser mes sincères remerciements au président du comité d'organisation, M. Dambouch, pour la qualité du travail accompli. Organiser une conférence de cette envergure autour d'enjeux aussi structurants pour notre continent demande à la fois rigueur, engagement et sens de la responsabilité collective. Je tiens à saluer cet effort qui rend possible notre rencontre d'aujourd'hui. Je voudrais également exprimer toute ma reconnaissance à M. Pascal Boniface, qui nous fait l'honneur d'animer cette conférence. Le remercier par la profondeur de ses analyses et la clarté de ses prises de position sur les transformations du système international. Il contribue à éclairer les débats contemporains. Sa présence ici parmi nous, ici à Dakar, donne une portée particulière à nos échanges et enrichit notre réflexion sur les enjeux du monde multipolaire. Mais à titre préliminaire, je voudrais apporter quelques observations. Monsieur Boniface, des observations, j'avoue, subjectives sur l'ouvrage, sur votre brillant ouvrage. Ousmane Sonko, parmi les 20 personnalités les plus influentes du moment. Ma contribution n'ira pas à ce qui a été dit de beau et de positif dans cet ouvrage nous concernant. Je voulais vous dire que c'est certainement les plus beaux mots, les plus beaux témoignages qui soient venus, certainement, d'un occidental et me concernant pour le moment. Mais vous me permettrez quelques réflexions subjectives au-delà du titre et des développements. Notre classement parmi les 20 personnalités, et que j'avoue, en toute objectivité, penser ne pas mériter, ce classement est peut-être une reconnaissance d'une influence certainement vécue et reconnue par des millions de Sénégalais, d'Africains et peut-être au-delà. Mais derrière le titre et derrière certains aspects du développement se glisse, à mon avis, chez le professeur, subtilement une lecture de Sonko sous le prisme occidental, même modéré, mais le prisme occidental. D'une symbolique, ce prisme d'une symbolique personnalité influente, plutôt qu'un leader d'une lutte historique pour l'émancipation et la souveraineté économique. Évidemment, cela jure avec vos propos de tout à l'heure. Certainement, c'est Madame la coordinatrice et avec laquelle j'aurai peut-être un débat assez riche sur la question. Celui d'un combat pour une Afrique souveraine, porté par des millions de Sénégalais et d'Africains qui veulent se départir de la tutelle, de toutes les tutelles, et construire un destin libre. En guise d'illustration, le raccourci fait dans l'interprétation du Gatsa-Gatsa. Vous avez repris le terme, et la périphrase, je cite, grammaire politique du parti et de son leader, semble tenter de réduire les luttes des Sénégalais qui se sont dressés contre la tyrannie, l'oppression et l'injustice, et d'extirper la légitimité du processus révolutionnaire qui a abouti à la victoire électorale du 24 mars 2024. Non, le Gatsa-Gatsa n'est pas une dérive. C'est l'expression d'un peuple qui a refusé de plier.
Et le slogan « La patrie ou la mort » n'est pas une menace. C'est l'écho des luttes panafricaines contre l'asservissement. Nous refusons de nous soumettre, que ceux qui veulent entendre, entendent. Les slogans, je vais donner comme exemple les slogans de la Révolution française de 1789 à 1799, parmi lesquels nous avions « Vivre libre ou mourir », ou « Liberté, égalité, fraternité ou la mort », même si, au finish, le slogan qui a été le plus emblématique, c'est limité à liberté, égalité et fraternité. Le champ lexical de la violence que certains nous ont collé ne repose sur aucune démonstration factuelle. Il est performatif. Il ne décrit pas, il suggère et insinue. On nous présente ce slogan comme une incitation à la désobéissance, mais on refuse de le lier à son héritage panafricain de résistance légitime et universelle. Celui de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara, de Lumumba, de Mamadou Dia, de Cheikh Anta Diop, et j'en passe. Et à la détermination et à la fermeté des peuples face à l'injustice. Nous avons été des acteurs politiques les plus pacifiques, ancrant notre action politique sur la réflexion et la production, jusqu'à ce qu'une cabale ait été montée pour nous réduire à néant. Et c'est seulement à ce moment, que nous nous sommes érigés, et tout le peuple avec nous, pour dire non. On réduit donc le slogan à une menace pour disqualifier la posture de résistance populaire. Depuis le titre, entre guillemets, un homme ambivalent, jusqu'à la fin de la section, je cite, l'homme aux multiples visages, on nous impose d'emblée une lecture contradictoire et instable, un procédé sémantique qui, si nous ne connaissions pas vos opinions, vos positions, vos postures courageuses et indépendantes, s'apparenterait à une tentative de dévaloriser la cohérence du projet politique de PASTEF. Et quand Ousmane Sonko s'oppose à la publication d'ouvrages qui instrumentalisent les enjeux d'une région du Sénégal, la mienne notamment, il ne censure pas. Il protège contre les tentatives de fragmentation de l'unité nationale. Le Sénégal est un et indivis, et l'expression embardée populiste, on y revient au populisme, autre procédé littéraire qui tente d'invisibiliser la question centrale, celle de la souveraineté du récit historique de nos pays, et on veut nous imposer une lecture où la liberté académique est absolue, mais où la souveraineté politique est illégitime. Si certains refusent de reconnaître que les peuples africains ont le droit de raconter leur histoire et de définir leur avenir, vous n'êtes